Bonjour à tous. Nous allons lire aujourd'hui, essayer de comprendre, le texte de Kant qui se trouve à la page 64 de vos manuels. Nous retrouvons notre ami Kant et nous allons le retrouver après avoir été un peu alangui par Monsieur de Montaigne et Monsieur de la Boétie, après avoir laisser couler un peu de tendresse dans ce monde brutal de la spéculation philosophique, eh bien, nous allons la retrouver, cette spéculation, avec Kant. Et évidemment, à la fin du texte, il nous est question de tendresse, mais vous allez voir que cette tendresse, ma foi, il faudra la remiser tout au fond de notre poche. Alors, qu'y a-t-il dans ce texte? Ce texte traite encore de l'amitié et on nous dit tout de suite, Kant nous dit tout de suite que l'amitié relève de l'idéal, avec un I majuscule. Pourquoi? Eh bien, petit résumé filmé des thèses kantiennes. Je connais ce qui est dans l'espace et dans le temps, je le connais grâce aux catégories de l'entendement qui me permettent de lier ce divers de l'intuition en une seule réalité pensable, intelligible, etc. Donc je peux connaître, mais par contre, il y a des choses qui relèvent de la raison, et là, je ne peux pas connaître. Pourquoi? Parce qu'elles sont ni dans l'espace, ni dans le temps. Or, la raison, c'est quoi? Ce sont des idéaux. Et parmi ces idéaux, nous dit Kant, eh bien, il y a l'amitié. Alors, il faut quand même être clair tout de suite. Une amitié parfaite, là je cite le texte à la page 65, une amitié parfaite est une simple idée, quoique pratiquement nécessaire, qu'il est impossible de réaliser en quelque pratique que ce soit. Voilà, vous êtes prévenus, l'amitié en tant qu'idéal de la raison, c'est un idéal nécessaire, qui est pratiquement nécessaire, mais que nous ne connaîtrons jamais. Pourquoi? Alors, c'est maintenant qu'il faut reprendre un peu Kant. Ce qui est pratiquement nécessaire, je vous avais entretenu dans un épisode consacré à la saison Kant, je vous avais entretenu de l'usage pratique de la raison. La raison est incapable de connaître par elle-même. Pourquoi? Parce que les objets qu'elle se donne ne tombent ni dans l'espace ni dans le temps. En revanche, nous dit Kant, il y a un usage pratique de la raison, c'est-à-dire un usage moral. Donc dire de l'amitié qu'elle est pratiquement nécessaire, ça va signifier que ma raison doit se donner comme objet l'amitié. Mais cette amitié ne tombera jamais dans l'espace et dans le temps. Toute expérience que je puisse en faire sera toujours dans l'espace et dans le temps. Donc, dans une réalité nécessaire et causée. Donc, pas de liberté. Chaque fois que je vais faire l'expérience de l'amitié avec l'un ou l'autre, en fait, je ne peux pas faire l'expérience de ma liberté. Je pourrais éventuellement faire l'expérience du fait que je suis bien copain avec un tel parce que, et ce parce que fait qu'il n'y a pas de liberté. Quel que soit le parce que d'ailleurs. À partir du moment où il y a une cause, et une cause externe à la raison, une cause qui ne soit pas la raison elle-même, il n'y a pas de liberté pour Kant. Donc je dois me donner la raison, pardon, le jeu est en trop, on va l'oublier,
la raison doit se donner à elle-même un objet qui s'appelle l'amitié, sachant que cet objet, cet idéal de la raison pure, dans son usage pratique, sachant que l'amitié comme idéal de la raison pure est nécessaire pour la raison, mais que jamais, 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 nous ne pourrons réaliser cet idéal. Alors, nécessaire pour la raison, il faut aller un peu plus loin là. Pourquoi? Eh bien parce que l'amitié, d'une certaine manière, pour la raison, l'amitié est une espèce d'idéal permettant de penser, de comprendre ce que peut être le règne des fins, c'est-à-dire l'accomplissement parfait de la raison en elle-même, qui se donne à elle-même sa propre loi, donc de la liberté. Donc de la liberté. Le royaume des fins, chez Kant, c'est le royaume de la liberté. Mais ce royaume des fins, alors ça devient un peu compliqué maintenant, accrochez-vous s'il vous plaît et soyez bien assis, ou comme dirait Montaigne, bien rassis sur vos chaises. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le royaume des fins, le royaume donc de la liberté, donc ce royaume où nous sommes les uns avec les autres, est problématique chez Kant. Pourquoi? Parce que ça va faire référence à ce jeu transcendantal qui accompagne toutes mes pensées, toutes mes intellections, etc., etc. La liberté a pour sujet ce jeu transcendantal. Or, ce jeu, en fait, c'est pas moi. Quand je dis je, là, quand je vous parle, quand je vous parle, quand je vous parle, si je m'appelle Kant, il faut que je me méfie. Pourquoi? Parce que ce jeu qui est en train de prononcer un certain nombre de paroles n'est pas ce jeu transcendantal qui accompagne toutes mes représentations. Pourquoi? Eh bien, par exemple, parce que comme je suis votre prof de philo, il faut bien que je vous fasse des cours. Et voilà, il y a une cause à l'usage de ce jeu. Cette cause est dans l'espace et dans le temps, donc je ne suis, ce jeu qui s'exprime n'est pas libre. Il n'est donc pas le jeu transcendantal qui accompagne toutes mes représentations. Alors, comment on va s'en sortir avec cette affaire? Eh bien, je vais faire référence là à un texte, à un tout petit ouvrage, mais extrêmement important quand on veut comprendre le système kantien. C'est le fondement, c'est au singulier en allemand, le fondement de la métaphysique des mœurs, qui est bien antérieur au texte que nous avons sous les yeux. Et dans ce texte, c'est là qu'on voit apparaître les différentes formules de l'impératif catégorique. Que se passe-t-il? Eh bien, il se passe à un moment que Kant pose que l'homme existe comme fin en soi et non pas simplement comme moyen dont telle ou telle volonté puisse user à son gré. Dans l'amitié, que se passe-t-il? Dans l'amitié, je ne dois pas, c'est peut-être en tant qu'idéal, c'est peut-être comment dirais-je, la formule magique dans laquelle je ne traite pas l'ami comme un moyen pour, mais comme une fin en soi. Et là, Montaigne et Aristote sont derrière. Ils sont en sous-main. L'amitié, c'est précisément une amitié non utile. C'est une amitié dans laquelle l'amitié n'est pas une réalité humaine dans laquelle je chercherai mon propre intérêt. Donc je prends donc l'ami comme une fin en soi et pas comme un moyen. Pas comme un moyen.
Alors, c'est beau ça comme idée. L'idée de se dire que nous devons traiter tout homme, alors je cite Kant, plutôt que de le gloser, il vaut peut-être mieux le citer, agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien en ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement, simplement ça fait grincer, comme un moyen. Serions-nous là devant cet épanchement sentimental auquel Kant ne nous a pas beaucoup habitués? Ben non, nous ne sommes pas du tout dans un épanchement sentimental. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que il ne s'agit pas, pour Kant, il ne s'agit pas de traiter la personne comme une fin, mais l'humanité dans cette personne comme une fin. Plus loin, Kant va dire je ne puis disposer de rien, en rien, de l'homme en ma personne. On se souvient de Locke. Vous vous souvenez quand Locke distingue la personne, la substance et l'homme. Et quand il dit, bon, on peut avoir un homme avec plusieurs substances, la preuve c'est qu'on est une âme et un corps, mais pourquoi pas une âme de corps, ou pourquoi pas un corps de âmes, enfin bon, peu importe. La personne chez Locke c'est défini par la conscience, et la conscience, attention, c'est pas la conscience psychologique, c'est la faculté de rapporter à soi-même un certain nombre d'actions, un certain nombre de pensées, etc. Et c'est ce qui va établir la continuité temporelle de cette conscience avec les problèmes que ça pose, à savoir quand il n'y a pas de perte de mémoire, quand j'ai un peu trop bu la veille et que je ne me souviens plus de ce que j'ai fait, etc., etc. Ou quand je rêve, tout simplement. Bien. Donc, il y a chez Kant a gardé de Locke cette distinction entre l'humanité et la personne. Ce qui est objet de respect, et le terme de respect est dans notre texte, je vous signale, ce qui est objet de respect et d'un respect absolu parce qu'il s'agit d'un devoir, ce qui est objet de respect, ça n'est pas la personne, c'est l'humanité dans cette personne. Je dois respecter l'humanité dans cette personne. Retour à notre texte, qu'est-ce que ça va signifier? Eh bien, ça va tout simplement signifier que l'amitié ne doit pas être comprise comme un rapport personnel, mais comme l'expression de l'humanité. L'humanité est sociable, c'est-à-dire que elle existe comme rapport, mais cette sociabilité est insociable, nous sommes tous des cochons, nous ne savons pas nous comporter les uns avec les autres de manière convenable, etc., etc. Bien, ça c'est Kant aussi. L'humanité, en tant qu'elle est sociable, eh bien, et moralement, la loi morale exige de cette humanité qu'elle soit ce qu'elle est, c'est-à-dire sociable. Là où elle est non sociable ou insociable, c'est précisément lorsqu'elle n'agit pas selon la loi morale, cette loi morale étant ce que la raison elle-même se donne à elle-même, indépendamment de toute causalité possible, hors de la raison. D'accord? Donc, cette exigence morale qui se réalise dans l'amitié ne peut être qu'un idéal. Pourquoi? Parce que dans l'amitié, à quoi ai-je affaire? Eh bien, j'ai affaire à l'humanité de l'autre. L'autre, on l'enlève, l'autre, c'est-à-dire la personne. Ce qui est objet d'amour et de respect, et c'est là que je reviens au texte, ce qui est objet d'amour et de respect, ce n'est pas la personne,
c'est l'humanité dans la personne. Donc, c'est ce concept de la raison pure, parce que l'humanité, personne ne la verra. Personne n'en fera l'expérience. Nous ne pouvons pas faire l'expérience de l'humanité pure en tant que telle. Sauf que dans la loi morale, sauf que dans un usage pratique de la raison pure, eh bien, il est impératif qu'existe cet idéal qu'on appelle l'amitié, parce que l'amitié va manifester, au niveau de la raison pure, le caractère naturellement sociable de l'homme. Pour ce qui nous occupe, eh bien, vous voyez que là, il n'y a à peu près pas de meilleur moyen pour nier toute forme d'altérité. Là, nous sommes arrivés presque au terme, nous sommes arrivés au terme de cette espèce de, comment dirais-je, de pathologie philosophique du philosophe seul qui, ne considérant que les idées, les idéaux, les concepts, etc., finalement, dans ce monde spéculatif, s'évanouit toute forme d'altérité. Si l'amitié, comme idéal de la raison pure, doit exister, je rappelle, elle est pratiquement nécessaire, c'est un idéal qui est pratiquement nécessaire. Si l'amitié doit exister, c'est précisément parce que l'amitié va permettre de comprendre ce que c'est que le respect, non pas d'autrui, mais de l'humanité en autrui. Je dois respecter l'humanité en autrui. Mais vous voyez que avec Kant, nous mettons le doigt sur quelque chose qui est, comment dirais-je, qui est un peu délicat, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est cette dissociation entre la personne et l'humanité. Chez Locke, ça n'avait pas trop de conséquences. C'était plutôt rigolo, ça nous permettait de faire des expériences de pensée assez drôles. Chez Kant, là, nous entrons dans le monde éthique, et en entrant dans le monde éthique, nous sommes avertis, on va dire, de ne pas dissocier l'humanité et la personne. L'humanité est digne de respect, et bien contre Kant, peut-être devons-nous dire non, ce n'est pas l'humanité qui est digne de respect, parce que l'humanité, elle est sans nom, elle est anonyme. Celle qui est digne de respect, c'est celui-là, celle-ci, qui se tient devant moi. Cette notion de respect de l'humanité, c'est une notion qui est quand même à double tranchant. Bien sûr que si nous lisons Kant d'une manière un peu cavalière, on va dire, ou dans sa version moi, ma vie, mon œuvre, ma psycho, mon shopping et les recettes de cuisine juste avant le programme télé, oui, peut-être que respecter l'humanité, je répète la phrase, agis de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen. Oui, on peut se dire ça c'est une idée formidable. Mais peut-être qu'il faut la critiquer, justement, cette idée. Peut-être qu'il faut la critiquer au nom même de la personne, au nom de ce que, et là nous commençons peut-être à entrer dans une véritable réflexion philosophique, au nom de ce que, précisément, autrui a de absolument singulier. L'humanité, c'est tout le monde, c'est personne. Autrui, c'est toujours un quelqu'un, ou une quelqu'une, puisqu'il paraît qu'il ne faut pas être macho. Donc c'est une quelqu'une, autrui, c'est une quelqu'une ou un quelqu'un, d'irremplaçable, certes, qui fait partie de l'humanité, mais qui est cette humanité absolument unique, singulière, et que je, peut-être,
que dans le monde éthique. C'est à cette humanité-là que j'ai affaire. Peut-être que dans notre vraie vie, c'est toujours celui-ci, celle-ci, à qui nous avons affaire, et jamais à l'humanité. Jamais. On se souvient, là, on va peut-être garder quelque chose de Montaigne. Vous vous souvenez dans le texte, quand Montaigne se pose la question, mais pourquoi, est-ce que... Et la seule réponse que Montaigne donne, eh bien, parce que c'est lui et parce que c'est moi. Il y a là quelque chose que nous allons pouvoir conserver. Parce que c'est lui, parce que c'est moi, parce que c'est elle, parce que c'est moi. Là, Montaigne, alors certes, ça ne joue que pour Montaigne et la Boétie. Montaigne, justement un peu plus haut dans le texte que je vous ai donné, juste un peu plus haut, Montaigne dit, bon, il y a des tas d'amitiés, mais il y a une amitié particulière, cette amitié particulière, elle n'existe qu'une fois tous les 300 ans, nous dit Montaigne. Bon, et question que je vous laisse à méditer, et si nous considérions que justement, ce que dit Montaigne doit valoir pour tout homme. Alors oui, c'est exigeant, ça je ne vous le fais pas dire, mais peut-être que c'est une des clés de l'éthique, c'est une des clés de la dimension proprement personnelle, excusez-moi de ce mot, c'est une des clés de la dimension proprement personnelle de l'éthique, et cette clé-là, Kant ne nous la donne pas. On va aller plus loin, Kant ferme la porte. Ferme la porte. Le royaume défunt, dont l'amitié constitue un idéal, c'est-à-dire une idée de la raison pure, ce royaume défunt n'est pas un royaume où coexistent des jeux et des tus, mais c'est un royaume où ne coexistent finalement que des humains. Je ne supporte pas ce terme, mais là pour le coup peut-être faut le dire. Peut-être que ce royaume des cieux n'est que la coexistence d'humains qui n'ont de valeur éthique que par l'humanité qu'ils portent en eux, puisque c'est cette humanité qui est digne de respect. La nature raisonnable existe comme une fin en soi. Je reprends Kant, la nature raisonnable existe comme une fin en soi, et le royaume des fins, c'est-à-dire ce que la raison doit se donner à elle-même pour comprendre et être libre, eh bien, ce royaume des fins, ma foi, c'est le royaume de la nature raisonnable. Et oui, la rudesse, la sécheresse de la spéculation philosophique va aller jusque-là. Nous y sommes avec Kant. Voilà. Alors, on m'a fait remarquer que certains d'entre vous commençaient à souffrir d'addiction avec ces vidéos. Donc, il est bon que nous fassions une petite pause. Donc, pas de nouvel épisode, ni demain, ça c'est certain, l'ascension. J'ai d'autres chats à fouetter. Et pas vendredi. Vendredi, il n'y aura pas de nouvel épisode, uniquement pour que ceux qui commencent à souffrir d'addiction puissent rompre avec ce phénomène pas très joli. Voilà, donc je vous dis à lundi prochain.